le collectif Paysage après pétrole avec Armelle Lagadec et Mathilde Kempf. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour à tous. En quelques mots, le collectif des paysages de l'après-pétrole rassemble une soixantaine de professionnels de l'aménagement qui défendent l'idée que l'entrée paysagère est un facilitateur pour s'engager dans les transitions énergétiques, sociétales. C'est un collectif qui développe différents outils. Il y a des articles signés PAP qui sont mensuels, des publications. Il y a une exposition itinérante également, un outil qui s'appelle l'outil Étape, qui est en complément de la formation à destination TEPOS pour spécialiser et tenir compte du paysage dans cette transition énergétique. Il y a différents webinaires qui sont organisés également. D'expériences européennes qui sont décrites dans cet ouvrage publié au Moniteur. Donc, c'est une étude qui a été soutenue par la Fondation pour le progrès de l'homme et le ministère de la transition écologique. L'idée de cette étude, c'était d'aller voir dans 7 territoires européens différents un petit peu comment est-ce qu'ils avaient engagé leur processus de transition par le paysage, et, dans l'objectif de vraiment découvrir d'autres pratiques, d'alimenter nos initiatives, les idées, les imaginaires. Donc, on allait voir des territoires qui étaient engagés de très longue date dans les transitions et les paysages. Et donc, évidemment, une grosse dimension de terrain pour rencontrer les acteurs du territoire. Ce ne sont pas des expériences qui sont emblématiques de chaque pays, mais ça s'est juste passé dans chaque pays, et avec des contextes très différents, ruraux, périurbains, métropolitains, et différentes échelles, donc des initiatives portées par des communes, des intercommunalités, des régions, des groupements volontaires de collectivités, d'acteurs locaux, toujours autour d'un paysage identitaire. Donc là, on ne va pas parler des 7 expériences parce que ça va être trop fastidieux, on en a choisi 2. Et donc, on propose de directement aller en Suisse. On vous emmène déjà dans un premier temps en Suisse, à Mont-Soleil et Mont-Crozin, où la recherche énergétique permet une quasi-autonomie locale et un développement de l'économie agricole et touristique. Donc, c'est un projet de transition qui a été initié par un opérateur énergétique en lien avec les communes et les acteurs locaux. Donc, pour vous donner une petite idée d'échelle, le projet couvre 4 communes, ce qui fait un petit peu moins de 10 000 habitants. Donc là, on vous présente un petit peu des blocs diagrammes qui montrent l'évolution des paysages du territoire selon trois périodes. Donc l'avant-pétrole, c'est la première qui est sur la gauche. C'est un territoire de moyenne montagne qui est caractéristique du Jura plissé, avec des vallées qui sont occupées par l'agriculture, les voies de communication routières et ferrées, les industries, avec des versants raides et boisés et des hauteurs pâturées en été. À l'ère du pétrole, alors ce qu'on appelle l'ère du pétrole, c'est le XXe siècle, après-guerre, l'économie touristique s'est développée sur les hauteurs pour profiter de la vue, des paysages et de la qualité de l'air. L'urbanisation et l'activité industrielle, plutôt la mécanique de précision, se sont développées en restant denses, en préservant l'agriculture qui s'est intensifiée. Et les liaisons ferrées ont été maintenues. À l'ère de l'après-pétrole, l'ère de l'après-pétrole, c'est ce qui a changé après des prises de conscience, car bien sûr, le pétrole est toujours utilisé. Donc, un opérateur énergétique a implanté, en partenariat avec des collectivités, des acteurs économiques locaux et des habitants, un parc solaire expérimental, puis un parc éolien construit en concertation et en tenant compte des spécificités paysagères. Donc, la dynamique énergétique est devenue le support du développement local et du tourisme. En Suisse, les paysages sont considérés comme un capital, avec une valeur culturelle, sociale, économique très forte. Ils sont une composante très importante de chaque projet, ils sont toujours pris en considération. Donc là, on va faire un petit zoom un petit peu sur la dimension énergétique qui est très importante dans l'expérience de Mont-Soleil, Mont-Crozin. Il n'y a pas les animations dans les diapos non plus. Bon, attends, tant pis. Alors, il y a un opérateur privé qui a une participation publique importante qui s'appelle BKV, qui implante une centrale solaire expérimentale dans les années 80 pour développer la recherche. Donc, c'est très pionnier à l'époque. Depuis, ça s'est beaucoup développé. Une concentration très, très forte avec les communes, les acteurs locaux, qui fait qu'il y a eu une très bonne acceptation. Donc, ils sont mis sur un sommet du relief du Jura pour des meilleures performances.
Ensuite, ils ont poursuivi l'expérimentation en implantant quelques éoliennes, mais toujours en lien avec les agriculteurs qui participent en fait à l'entretien, à la valorisation du site. Et pour les agriculteurs, ça permet également une diversification de revenus. Très rapidement, s'est posé la question de la quantification des éoliennes à mettre dans ce territoire. Où est-ce qu'on s'arrête? Comment est-ce qu'on choisit la façon de les implanter, les sites? Voilà, quelles règles on se donne pour que ce soit toujours correct. Et donc là, avec l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEV, ils ont fait une étude paysagère, enfin ce qu'on appelle un plan de paysage, et pour vraiment analyser la structure du site et se donner des règles communes, tangibles, partagées par tous les acteurs. Et donc cette étude qui a été finie en 2007 a permis de voir qu'il ne fallait pas dépasser un nombre assez limité de mâts et s'est donné vraiment des règles par rapport aux vues lointaines, aux vues proches, à l'implantation en bouquet, enfin voilà, et de suivre les lignes de force du paysage pour faire un fil conducteur. Ça a permis également de décider qu'il ne fallait des éoliennes que sur un seul site et laisser complètement vierges d'éoliennes les coteaux en face. Et c'est une étude qui a fait date en Suisse et qui est devenue en fait un élément de référence à l'échelon national sur justement cette prise en compte du paysage pour réfléchir à cette implantation d'équipements. Donc parallèlement aussi sur la dimension paysagère, donc qui va avec le plan de paysage, mais qui va aussi avec la philosophie de cet opérateur BKV, c'est-à-dire que quand il implante une éolienne, c'est des habitants qui nous l'ont dit, ils ont dit c'est plus beau quand BKV est venu chez nous plutôt qu'avant. C'est-à-dire que l'implantation d'éoliennes rend le territoire plus beau aux yeux des habitants. Alors, pas pour l'implantation des éoliennes, mais parce qu'en fait, ils agissent aussi sur tout le territoire pour le bénéfice des habitants en fait, et des visiteurs. Donc, avec la création de chemins, remontage de murets en pierre sèche, des aides pour isoler aussi phoniquement les habitations quand elles sont un petit peu... voilà, elles pourraient avoir des effets sur le confort des habitants. Et donc, il y a vraiment cette dynamique de concertation aussi qui permet une très grande appropriation et une acceptation des éoliennes. Et il y a aussi une filière d'accompagnement et de conseil qui est développée pour les collectivités, pour les particuliers, sur toutes leurs questions énergétiques plus larges. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas juste implanter des éoliennes, mais il y a vraiment tout un mouvement autour et qui se fonde sur un plan de paysage. Donc, la vocation pédagogique est fondamentale. Donc, ils ont créé un espace découverte énergie, justement pour s'ouvrir au grand public, avec plein d'activités dans les écoles, de l'accueil touristique, voilà, qui est assez développé. Il y a près d'1 million de personnes qui naviguent sur le site par an, mais beaucoup de touristes de proximité, notamment avec les promenades, d'où l'intérêt aussi des chemins qui sont créés, des sentiers, enfin de toute cette dynamique. Il y a un travail très étroit qui est fait avec l'Office de tourisme. Et donc, le développement énergétique devient un support de tourisme local et donc de développement économique aussi. Donc, ils ont créé un centre didactique pour le grand public. Il y a des visites guidées qui sont faites par les agriculteurs aussi, qui permettent de démystifier aussi les éoliennes et d'avoir un débat très franc et très ouvert, y compris contradictoire. C'est-à-dire que BKV ne va pas chercher à promouvoir les éoliennes, mais à chercher un espace de discussion autour de ce sujet-là. Et vraiment dans une approche extrêmement pragmatique, qui fait qu'il y a une grande compréhension, une grande acceptation. Et donc, ça, c'est très, très bien vécu localement, alors qu'on sait que c'est quand même un sujet éminemment complexe. Et par ailleurs, malgré tout ce déploiement, on va dire, d'énergie, d'activité, d'accompagnement, d'ingénierie, c'est le seul opérateur suisse qui est bénéficiaire en matière énergétique. Donc, voilà. Ça nous semblait un exemple intéressant sur ces questions de paysage et transition énergétique. Maintenant, on va partir plus au sud. Nous vous emmenons là dans le Priorat en Espagne, donc, qui est en Catalogne et qui est à l'arrière de Barcelone. Donc, avec un projet de transition qui a été initié par la société civile en lien avec des communes et les acteurs locaux. Donc, c'est sur un territoire qui fait environ 500 km², à peu près 10 000 habitants, 23 communes et 26 villages, pour vous donner un ordre d'idée, avec 600 producteurs en dénomination d'origine qualifiée Priorat sur 9 communes. Alors,
Avant pétrole, c'est un territoire de moyenne montagne méditerranéenne qui est fort d'une riche culture sarrasine puis chrétienne. Une économie agricole vivrière de proximité s'y est développée de longue date, adaptée aux reliefs qui sont très marqués. À l'ère du pétrole, le développement industriel a marqué très modestement le territoire qui s'est rapidement dépeuplé au profit des villes et des industries de la côte. Donc la difficulté d'accès liée au relief l'a protégé d'un développement débridé, mais a également contribué à son abandon progressif et ça a entraîné une fermeture des paysages et une perte de dynamisme et de savoir-faire. À l'après-pétrole, quelques jeunes viticulteurs ont décidé de réinvestir le territoire pour y développer des produits de qualité. Donc la population, les acteurs locaux et les élus, d'abord réunis contre un projet éolien industriel, ont accompagné le projet de reconquête en se mobilisant et en redéfinissant de nouvelles valeurs partagées pour bien vivre ensemble dans leur environnement. Donc de nouveaux paysages sont apparus, vivants et revendiquant l'idée de mosaïque. C'est une initiative d'abord citoyenne et économique qui a associé des forces vives et volontaires du territoire avec des collectivités, des entreprises, des associations. Donc au priorat, l'invention d'une nouvelle agriculture, la viticulture plus particulièrement, a redonné confiance et a fait revivre le territoire autrement. Les habitants dévalorisés car le territoire était arriéré, donc non industriable et très rural, ont été réunis par des luttes contre le nucléaire puis l'éolien. Et ensuite, de jeunes viticulteurs ont prouvé par l'exemple qu'on peut vivre de ce territoire et dans ce territoire en respectant la mosaïque paysagère et en valorisant les produits de qualité. Et tout ça, ça a créé un basculement dans la façon dont la population perçoit son territoire. Donc elle s'auto-organise pour travailler sur ce qui unit les habitants, c'est-à-dire les valeurs du territoire, et jusqu'à défendre une candidature UNESCO. Alors, juste dans cet exemple, une petite précision. Vous l'aurez peut-être vu dans ce qu'a présenté Armelle, on n'est pas clairement dans une entrée énergétique ou transition. On est quelque chose de très intégré au niveau du quotidien, mais en même temps, c'est absolument un territoire complètement en transition. Le démarrage avec ces 4 pionniers viticulteurs qui ont voulu changer les pratiques, ils se sont intéressés à la géologie, aux micro-territoires et aux terroirs. Et ils sont vraiment partis du paysage comme point de départ pour inventer une nouvelle façon d'élever, de produire le raisin, de le vinifier sur toute la chaîne en fait. Et l'idée était réellement de produire des vins de bonne qualité et de bien les valoriser. Ça vaut quelque chose, donc pas brader, et de se dire on peut vivre dans ce territoire. Et c'est vraiment cette preuve par l'exemple alors il y a aussi une reconnaissance internationale avec un critique de vin qui a repéré ce vin-là et donc qui a montré aussi par ce regard extérieur qu'on pouvait effectivement produire quelque chose de qualité. Et c'est la notion de valeur qui a complètement changé, y compris la valeur aux yeux du territoire, aux yeux des habitants. Et donc, sur le paysage se sont réellement transformés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris les terrasses viticoles traditionnelles, qui étaient avec des murets en pierre sèche. Ils ont inventé un système de banquette qui est tout à fait nouveau et qui permet une mécanisation très légère, avec des tout petits outillages, mais pas de grosses machines, et qui tire parti de la géographie. Donc là, l'imbrication entre technique viticole et paysage est complètement intégré. Et le changement de ces paysages agricoles, je ne sais pas si vous voyez dans la photo de gauche, on a vraiment la mosaïque paysagère avec les petites parcelles. Et dans la photo qui est en haut à droite, on voit ces banquettes qui créent des paysages très, très différents en fait. Mais c'est tout à fait accepté et intégré parce que il y a la logique de bien vivre, d'économie qui reste locale, de respect du territoire, une appropriation et vraiment ce changement de regard. Donc voilà, les dénominations d'origine, Sarah Armelle en a parlé. Donc on a à la fois une préservation des paysages, une transformation et en même temps une mobilisation de toute la population autour de ce projet de renouveau du territoire. Il y a eu un partenariat très étroit, donc l'association Priorita qui a pris en main ce changement local a très tôt travaillé avec les universités aussi et vraiment en réseau. Et donc l'Observatoire catalan du paysage est intervenu assez rapidement et avec les universités aussi. Et ils ont construit une charte de paysage, donc en 2010. Donc là, on retrouve encore l'apport du plan de paysage qui a été un acte très rapidement fondateur, en fait, pour que
toutes les personnes parties prenantes du mouvement se mettent d'accord sur mais de quel territoire on parle. Et donc, il y avait besoin à un moment de le connaître, de le décrire, de l'analyser. Donc, ça a été très, très concerté avec tous les acteurs, hein, les associations, les entreprises, les collectivités, les habitants, enfin, toutes ces personnes dans le mouvement de Priorita. Et c'est un document, enfin, quand on en parle à n'importe qui, tout le monde le connaît. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de socle de référence pour tous les projets. Dès qu'il y a un projet, on va voir là la charte de paysage, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle préconise et à quoi il faut faire attention. Donc, c'est passé en fait dans les usages. Et donc, le paysage, ce n'est pas un truc en plus, une étude sur une étagère, mais c'est vraiment un fondement de toutes les réflexions. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant de voir comme la façon dont c'est utilisé, c'est mobilisé est complètement appropriée. Et c'est un outil qui devient fédérateur et qui permet aussi à tous de mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Donc, un petit mot sur l'association Priorita, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, outre le fait qu'elle s'appuie tout à fait sur cette charte de paysage, l'association s'est attachée à définir les valeurs partagées du territoire. Donc, énormément de réunions, de rencontres, de débats, d'ateliers organisés entre personnes du territoire, avec des fois des apports extérieurs pour bénéficier d'un changement de regard, mais jamais pour dire à la place des gens du territoire qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que l'initiative et la pensée restent locales, mais elle est poreuse en fait, elle se nourrit de tous ces regards extérieurs. Donc, ce travail de base sur les valeurs, on voit bien le lien avec le plan de paysage. C'est vraiment alors, ils ont défini comme ça des grands thèmes: la mosaïque agraire vivante, les coopératives agricoles en circuit court, le rythme rural lent, la lenteur. Là, je n'ai pas le temps de détailler, mais peut-être dans les questions, on aura le temps. Et la culture immatérielle aussi. Donc, ces valeurs sont des grands axes en fait, du développement de tout le territoire et qui est repris à toutes les échelles. Et donc, ensuite, ils travaillent aussi sur sur leur méthode de travail s'organise sur l'auto-estime, c'est-à-dire que les habitants doivent reprendre confiance dans leur territoire et dans les ressources de ce territoire pour y vivre dignement. La gouvernance, avec le souci d'articulation entre toutes les politiques territoriales, l'initiative privée, mais communale, intercommunale et régionale, donner du pouvoir aux habitants et une réflexion toujours transversale. Et donc, ils ont beaucoup de forums thématiques sur différents sujets et toujours avec une base volontaire. Et le modèle de gestion qui est sur le maintien d'une agriculture de proximité, de petites exploitations pour pouvoir vivre dans le territoire. Donc voilà dit un peu rapidement, mais vous voyez le lien sur la transition, même si elle n'est pas nommée transition écologique, c'est vraiment, on est dans un processus de transition très, très important. Et la force du paysage, avec l'outil de plan de paysage qui sert de colonne vertébrale à tout ça. On est forcément allé très très vite, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire, donc n'hésitez pas à travers les questions, on pourra approfondir certains points. Merci. Merci. Donc on avait deux questions, excusez-nous. Tout d'abord sur l'exemple de Montcrossin avec Alain Guilmetti de Adréal Occitanie qui demandait si les éoliennes étaient petites et quelle hauteur et combien de machines il y avait sur le projet. Et puis on avait une seconde question de Jean-Pierre Thibault sur le nombre d'opérateurs de production d'énergie en Suisse. Voilà, merci aux intervenants pour leur réponse. Oui, alors le nombre d'éoliennes. Alors donc ce qui s'est passé, alors la taille, en fait, la taille a changé. Donc ils ont installé des assez petites éoliennes. Je ne veux pas dire de bêtises sur la taille exacte, parce que je ne suis pas sûre d'avoir le nombre de mètres en tête. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, comme le plan de paysage avait donné un nombre maximum d'éoliennes, à un moment, ils voulaient augmenter la production. Et l'idée, c'était de ne pas rajouter de masse supplémentaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait du repowering, c'est-à-dire enlever des éoliennes plus petites pour les remplacer par des plus grandes et du coup augmenter la capacité sans augmenter le nombre d'éoliennes. Donc, elles sont quand même… Armelle, toi, tu as en tête la taille en nombre de mètres des éoliennes? Non, la taille, non. Ça me dit rien. Après, moi, la puissance par machine, c'est vrai que c'était passé de 600 à 2000 kWh. Par machine.
la machine, mais après la taille. Non, là, on va pas avoir. Donc, du coup, en fait, pardon, il y a. Ah, si, excusez-moi. Donc, il y a 8 éoliennes en total sur le site. Avec ce repowering voilà, qui a été fait entre 2013 et 2016. Et elles faisaient au début 67 mètres de haut. Elles ont été remplacées par des éoliennes de 150 mètres de haut, qui produisent en fait 7 fois plus de courant. Et donc, les anciens mâts, donc quand même, comme il y a une logique économique de frugalité aussi, et de ne pas être dans le toujours plus, les anciens mâts qui sont encore en bon état de fonctionnement sont vendus d'occasion, en fait, sur d'autres sites qui aimeraient installer des éoliennes. Donc, ce n'est pas détruit, c'est réutilisé. Par contre, sur la connaissance des autres opérateurs en Suisse, alors là, désolé, on n'est pas des spécialistes non plus de la Suisse. Nous, on a juste rencontré les personnes de BKV qui ont initié cette démarche-là. Mais là, par contre, moi, je ne saurais pas répondre sur les autres, les autres opérateurs suisses. Après, on a d'autres questions qui se recoupent quant aux facteurs de réussite de la démarche. Qu'est-ce qui, selon vous, est les ingrédients pour que, j'ai envie de dire, le terreau donne naissance à un projet de cette envergure? Tout à fait. En fait, le facteur de réussite est d'abord humain. C'est ce qu'on va retrouver dans les 7 exemples. Et c'est peut-être un petit peu la frustration que j'avais eue à la fin de ne pas reparler de ça. Donc, c'est très bien de revenir là-dessus parce que ça va être valable dans les 7 exemples qu'on a visités, dont la Suisse et dont le Priorat. C'est-à-dire que ça part déjà d'une volonté de quelques personnes, de très peu de personnes, généralement toujours avec des élus aussi impliqués et voilà, une prise de conscience, un sursaut localement. Et du coup, une confiance et un travail commun et une diffusion qui est très large au niveau de la population et une association vraiment, une gouvernance très, très, très large dans laquelle il y a une volonté de travailler ensemble pour changer les choses. Et donc, je dirais que alors ça paraît un petit peu à la fois banal et à la fois rassurant parce qu'aucun de ces territoires n'était vraiment prédestiné à l'excellence. Le Priorat était un territoire complètement en perdition. Il n'y avait que les personnes qui n'avaient pas été capables d'en sortir qui y habitaient encore. Donc, tous ceux qui pouvaient avaient fui vers la côte, vers les industries ailleurs. Et voilà. Dans le Mont-Soleil-Mont-Crozin, c'est une des régions qui étaient les moins privilégiées de Suisse aussi. Et on va retrouver ça dans tous les exemples. Donc, ce n'est vraiment pas des territoires dans lesquels on se disait « Ah oui, non, mais là, c'est tellement excellent, c'est tellement magnifique que forcément, il peut se passer que des bonnes choses. » C'est au contraire l'inverse. Ça crée une sorte de sursaut. Et donc, cette appropriation très massive dans la population fait qu'on est sur des actions qui tiennent sur des décennies. Donc, généralement, au moins 20 ans, 30 ans, des fois 40. Le Priorat, on est sur quasiment 40 ans de mobilisation. Et ce qui fait que ça fait partie peu à peu d'une culture générale dans toute la société. Et donc, les actions se poursuivent en fait d'un mandat électoral sur l'autre. Donc, cette association avec la collectivité, là, on n'est pas dans des exemples où les collectivités étaient les premières initiatrices, mais elles étaient toujours associées. Et donc, il y a réellement une continuité de l'action dans la durée parce qu'il y a une sorte de culture partagée qui se fait. Et aussi, dans les facteurs de réussite, on est dans une frugalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une surenchère où il faut des équipements. Alors, à chaque fois, on est sur l'initiative locale d'abord et ensuite, on va chercher ce qu'il nous faut pour le faire. Par exemple, pour les plans de paysage, il y avait besoin de cette étude. Donc, l'étude n'est pas venue en disant « il faut faire un plan de paysage et vous trouverez bien quoi en faire ensuite ». C'est là, on a besoin de connaître notre territoire. Là, on a besoin de savoir où est-ce qu'on met ces éoliennes. Et donc, il y a ce besoin qui vient du terrain et qui vient des acteurs du terrain. Et donc, ce qui coûte faire un plan de paysage, ça va coûter, enfin, faire les aménagements aussi, mais ça, c'est d'abord la notion de projet qui est là à la base. Bon, on pourrait parler très longtemps de ces conditions de réussite. Là, il me semble que ces éléments-là sont fondateurs. Il y en a plein d'autres. Mais ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que ça part de peu de personnes, mais juste qui sont motivées. Un autre détail, on donne une vision assez positive, assez optimiste. On a l'impression que c'est super et que c'est facile.
C'est juste qu'on trouve important de montrer ce qui va bien, et il ne faut pas se cacher, et vous le savez tous bien, que tout cela est éminemment complexe et demande une énergie humaine terrible en fait. Et voilà, et rien n'est vraiment simple ni gagné d'avance. Et tous ces territoires le disent tout le temps aussi. C'est-à-dire que pour eux, ils sont qu'au milieu du chemin, parce que ça, voilà, ça se réinvente en permanence. On n'est jamais dans quelque chose de terminé. Je vous propose une dernière question concernant ces projets. Est-ce qu'ils peuvent connaître, selon vous, la même dynamique en milieu urbain, on va dire d'échelle plus importante? Alors, dans nos territoires d'études, on a Milan. Donc, en termes de milieu urbain, c'est quand même assez conséquent. Bon, on s'est intéressé à la partie agricole de Milan. C'était plutôt dans les liens urbains, ruraux. Mais néanmoins, ça a fonctionné. Après, pareil, là, on est sur des échelles de temps de 50 ans. Il aura fallu aussi la crise de 2008 qui fait aussi que les habitants urbains se sont réintéressés aux espaces de proximité près de chez eux, qui font que la dynamique qui existait du point de vue agricole et le renouveau des pratiques agricoles avec des parcs citoyens notamment, du coup, qui cherchaient une grosse interrelation avec les habitants qui étaient juste à côté. Il y avait une méconnaissance totale entre les citadins et les agriculteurs. Chacun évoluait dans des mondes qui étaient séparés. Et toute cette dynamique de parcs citoyens, d'interpénétration des milieux urbains et agricoles a créé justement des relations et une meilleure connaissance. Et du coup, fait bouger aussi le milieu urbain par cette interrelation en fait. Donc oui, bien sûr, c'est pas tous les milieux peuvent être concernés. C'est vrai que le territoire rural a cette notion de proximité entre personnes, mais il y a aussi une urgence parce que quand le territoire est en déshérence et qu'il n'y a plus d'activité agricole et que c'est un milieu rural, peut-être que ça crée un sursaut plus rapidement. Je ne sais pas, là, ce serait intéressant de travailler avec des sociologues sur ces questions-là. Mais évidemment, tous les territoires sont concernés. Je vous remercie beaucoup à Armelle Lagadec et puis Mathilde Kemp pour leur intervention.